Dans Face au cinéma, cette semaine, Ariel Dombal est là pour nous présenter Opium, son nouveau long métrage en tant que réalisatrice, le troisième, un hommage à Jean Cocteau. Marilyn Canto est là pour nous présenter un film de Marion Hansel, La Tendresse, avec Olivier Gourmet et Adrien Jolivet. Et Olivier Py est là en tant que metteur en scène d'opéra pour son Alceste de Gluck, présenté à l'Opéra national de Paris avec Sophie Koch et Yann Beuron. Une direction musicale de Marc Minkowski. C'est parti, c'est Face au cinéma. Bonjour à tous, bonjour Ariel Dombal, bonjour. Bienvenue, bonjour Olivier Py, bienvenue Marilyn Canto et bonjour cher Gildas. On va découvrir ensemble votre actualité, c'est Face au cinéma et nous commenterons ensemble également les déclarations de nos guest stars. Alors on commence tout d'abord par un petit flashback sur le Face au cinéma de la semaine dernière, c'est précédemment dans Face au cinéma. Précédemment dans Face au cinéma, c'était le bal des réalisatrices avec Emmanuelle Berco, Julie Gaillet et Justine Triet. Trois cinéastes qui ont d'abord écouté Bruno Dumont. J'aime bien quand je vois un film de femme, que ce soit un film de femme. Réaction. Très machiste. C'est de la provoque, quoi. Emmanuelle Berco, surprise et touchée par son actrice Catherine Deneuve. Je suis encore très émue du cadeau qu'elle m'a fait et de tout ce qu'elle a bien voulu donner à ce film. On a ensuite parlé combo. Moi, j'ai tourné avec un réalisateur qui n'avait pas vu au moment de la scène que je pleurais et qui l'a vu après en montant le film. Ah oui. Parce qu'il est derrière son combo et que du coup, il l'a pas vu. Mais même pour un acteur, il a besoin de sentir que le metteur en scène est avec lui. Enfin, mère ou réalisatrice, faut-il choisir? Et c'est Agnès qui dit ça le mieux, Varda, hein, qui dit vraiment, moi j'ai entendu dire ça, c'est-à-dire tu es réalisatrice et mère, bah tu vas forcément sacrifier l'un des deux. Non, mais moi je choisis pas, je trouve que c'est génial de tout faire. Ouais. Moi je vais faire 5 enfants, je crois que j'aurai pas le temps d'en faire 5. Vous avez fait tous les deux tourner vos enfants dans le film? Oui, ça nous permet de pas être séparés de trop longtemps. Et pour continuer le débat sur les réalisatrices, Ariel Dombal, Marilyn Canto, parce que vous êtes aussi réalisatrice, vous venez de réaliser votre premier long métrage, ça s'appelle Le sens de l'humour, avec Antoine Chappé et vous-même, et ça sortira, je crois, l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous aviez déjà reçu le César du meilleur court-métrage, oui. En 2007, pour Fais de beaux rêves. Alors, un commentaire là-dessus sur est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour une femme d'être réalisatrice de cinéma? Marilyn, Ariel, comment vous sentez les choses? Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit plus difficile pour une femme ou pour un homme. C'est difficile, mais parce que c'est quand même un peu un art militaire, quoi. Il faut conquérir, voilà, les choses. Mais que c'est, voilà, homme ou femme, j'ai pas l'impression que c'est plus difficile. Ariel? Oui, probablement. Être femme, c'est être quelqu'un de différent au monde, déjà, tout court. Donc le cinéma, la réalisation, est-ce que c'est... Il faut se dire qu'à peu près 80% du cinéma mondial est entre les mains des hommes. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est un peu en train de changer. Et puis, pourquoi pas? C'est comme ça que ça s'est installé. Mais la place entre vie privée et réalisation, elle est possible, même pour une femme. C'est ce qu'avait l'air de dire aussi Emmanuelle Berco, Justine Triet. Oh oui, j'espère. Ouais. Enfin, on fait en sorte que. Enfin, on fait en sorte qu'on fasse les choses qui nous plaisent le plus. Être mère, faire des films. Ouais, non, j'espère qu'on fait en sorte de... Alors, voilà, on s'accorde avec ces deux vies-là. Et oui, le mieux possible, mais j'espère, oui. Oui. Moi, alors là, évidemment, je suis plus spéciale là-dessus parce que j'ai vraiment décidé de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Je l'ai décidé vraiment de manière énigmatique, mais j'ai pensé que ma vie serait dévouée à autre chose que les enfants. Ça, c'est vrai. Ah oui. Et pas d'enfants pour pouvoir vous consacrer justement à l'art, au sens large, le cinéma, le jeu, le chant. Oui. À l'art et à l'amour. Oui. Oui. Olivier Py, après Alceste, il y aura d'autres mises en scène d'opéra, il y aura la prise en charge, enfin, il y a la prise en charge déjà du Festival d'Avignon, il y a aussi des petits rôles au cinéma, notamment dans le film de Martin Provost, on y reviendra tout à l'heure, même pour un homme, tout ça, ça fait beaucoup. Oui, mais moi, j'ai pas de vie privée, donc ça va. Ah, c'est ça. Pas de vie privée du tout. Non. Il faut pas, en fait. Non, il faut pas. Ouais. Mais on reviendra là-dessus. C'est vrai que c'est de l'ordre un peu de la sainteté aussi, la vocation, on dit la vocation, mais c'est vrai que c'est entrer dans les ordres d'autres choses et des ordres complexes. Et
Et je comprends qu'Olivier Py, par exemple, dise « je n'ai pas de vie privée ». Quel dommage, quel dommage. C'est un avis personnel. Vous y arrivez, vous, Maryline Canto, à jongler entre vie privée et ce métier. Je ne sais pas si j'y arrive, il faudrait le demander aux gens avec qui je vis. En tout cas, une des solutions, vous avez vu que pour certaines réalisatrices, c'était de faire tourner leurs enfants également dans le film. Le bal des réalisatrices, consacré aux réalisatrices, d'ailleurs, c'est pendant tout le mois d'octobre sur Ciné+, je vous le rappelle. Place à l'actu des sorties salles. On commence tout de suite avec vous, Ariel Dombal. Alors, Ariel Dombal, L'Opium est un film sur l'amour tragique de Jean Cocteau pour le jeune écrivain Raymond Radiguet. C'est aussi un film à la manière de Jean Cocteau, j'ai envie de dire, qui reprend des éléments de son style cinématographique, de son style pictural. Et c'est aussi un film qui chante les poèmes de Cocteau, comme une comédie musicale, le tout mêlant harmonieusement les volutes de l'Opium. J'ai envie de dire que c'est un pari risqué quand même, un film pareil, Ariel Dombal. Surtout que Cocteau, j'ai l'impression, même si c'est son cinquantenaire, est un peu passé de mode, non, aujourd'hui? Ah, je ne crois pas. Peut-être le Cocteau, vous voyez, Cocteau, c'est un immense personnage, c'est un artiste tellement protéiforme, qui en même temps est un fabuliste, un poète, qui adore le musical, qui fait des mises en scène de cinéma, bien sûr, mais des opéras. Oui. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable. C'est peut-être l'artiste le plus accompli, le plus scintillant. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à le cerner aussi. Mais il ne faut pas le cerner. Uh-huh. Il faut, je crois, absorber toute cette extraordinaire école de liberté qu'il a su imposer. C'est très difficile. Mais c'est un pari alors de faire un film comme celui-là? Non, je ne crois pas. Tous les films sont un pari. Oui. Tous les films sont pas un pari. Pas plus celui-là qu'un autre. Celui-là, moi, j'ai voulu rendre une sorte d'hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui est Cocteau, plus le cinéaste, bien sûr, mais les livres. Pour moi, La difficulté d'être est un livre fondamental, fondateur. Et j'ai voulu prendre le Cocteau assez jeune, le Cocteau de 30 ans, la période Villefranche, l'hôtel Welcome, le Cocteau qui n'est pas encore installé dans son personnage aussi, parce qu'il a beaucoup souffert ensuite. Il ne pensait plus qu'à être invisible, parce que sa marionnette, comme dirait Karl Lagerfeld, avait pris toute la place de l'être. Et donc, j'ai voulu prendre le jeune Cocteau et ces années où il est très amoureux de Raymond Radiguet, cet autre génie, lui, très précoce. Très jeune, il avait à peine 20 ans, oui. Il meurt à 20 ans. Et Radiguet est venu frapper à la porte de Cocteau à l'âge de 14 ans, un jeune homme avec une canne, et je montre ce dépassement, ce dépassement de soi que provoque l'amour, que je traite un peu ici en parallèle à l'intoxication, la désintoxication de l'opium. Effectivement. On va regarder des images donc, de votre film, Ariel Dombal, avec donc Grégoire Collin dans le rôle de Jean Cocteau. On voit aussi un incroyable Philippe Catherine en Nijinsky. On va l'entendre d'ailleurs, Philippe Catherine, je crois, tout de suite. Je te bise rue d'Anjou, le dimanche jour, faut pas sur le toit. Boîte et marais, la cloche au pied, voletant comme épi ou merle, ses joues en feu. Attention, dites-moi, tu te bise, mon bel estropié. On nous épie à droite. Cache tes perles et tes ciseaux. Il ne faut pas qu'on te tue. Car en te tuant chaque mois, on me tue moi et pas toi. Ce bruit de la plume sur le papier. Alors on sort de la Grande Guerre à ce moment-là. C'est une époque assez terrible aussi pour les artistes, parce qu'il y a un renouvellement artistique à Paris, en France, plus largement même dans le monde. Et c'est très violent. Ce que vous montrez dans vos films, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie. On entend Breton qui critique beaucoup de Cocteau, beaucoup de haine entre eux. Il n'y a pas que l'amour, en fait, dans votre film. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer cette période en même temps tellement riche des années 20 à Paris, où c'était vraiment l'endroit international aussi, où il y avait une rupture musicale tellement grande. Cocteau qui fonde le groupe des Six avec Honegger, Auric, Germaine Taillefer.
sa passion pour Satie, sa découverte des autres acteurs artistiques. Et c'est cette générosité, ce foisonnement de création que je voulais montrer. Oui, mais enfin, c'est quand même l'amour vache, hein, parce qu'ils sont tous en rivalité les uns avec les autres. Oui, il y a eu comme ça des rivalités de caste très féroces et des ruptures artistiques. Voilà. En même temps, Cocteau avait cette... Ça ressemble à aujourd'hui ou pas du tout? À aujourd'hui? À notre époque? Je crois que maintenant, les gens sont très, très isolés. C'est ça qu'on peut dire et qui est d'une grande tristesse. Moi, j'essaye toujours de rencontrer mes contemporains. Il y a du Cocteau chez vous, Ariel Dombal? Oui, dans le sens que je vais vers les êtres qui font des choses et ils viennent vers moi. Et j'aime cette rencontre aussi. Hein. On est dans un carrefour de forces artistiques et il faut rencontrer les gens de son époque. Je trouve que c'est ça. Je vous trouve, pardon de vous couper, hein, mais je vous trouve très sérieux en fait, en parlant de Cocteau, alors que votre film est complètement déjanté, Ariel. Il est fou. Vous êtes folle dans ce film. Donc j'ai l'impression quand même que c'est à la fois un hommage à Cocteau, bien sûr, un hommage à l'opium, finalement. Est-ce que l'opium, ce serait pas bon, finalement? C'est la question que vous posez. Et puis surtout, un hommage à vous-même, non? Oui, à moi-même. Oui. Oui, peut-être à moi-même. Éclectique comme Cocteau? Ah, éclectique comme Cocteau, sans doute. Et pourquoi vous l'avez voulu si fou, ce film, finalement, si déjanté? Mais moi, je trouve qu'il a... J'ai voulu toucher quelque chose de juste, tel que j'imagine la passion de la création à l'intérieur de la vie de Cocteau. Mais c'est vrai que c'est un pari comme ça très audacieux, parce que j'ai voulu suivre les préceptes du cinématographe aussi, ne pas le trahir. C'est un espèce de cri d'amour. Alors on me dit, oui, c'est un film extrêmement homosexuel, vous avez pris un grand plaisir à filmer les scènes d'amour. J'ai pris plaisir à tout filmer, bien sûr. Même ces trucages à la Cocteau. Ce qui est étonnant, c'est que Olivier Py, vous serez à l'affiche du nouveau film de Martin Provost, le réalisateur de Séraphine. Ça va s'appeler Violette, c'est sur Violette-le-Duc. Et vous jouez Maurice Sachs, qui fut secrétaire de Cocteau, qui est incarné dans votre film par Neil Schneider, Ariel Dombal. Vous aimez Cocteau ou pas? J'aime beaucoup Cocteau. Ah oui? J'aime énormément le Cocteau cinéaste. J'ai posé la question. Ah, le Cocteau cinéaste, oui. Je crois que c'est celui qui reste, parmi tous les arts qu'il a fait, celui qui reste le plus incroyable, le plus expérimental, c'est le Cocteau cinéaste. Oui. Parce que Cocteau est toujours poète. Et être poète au cinéma, c'est pas si facile. Mais il y arrive, lui. Il y arrive. Il y arrive avec Orphée, avec La Belle et la Bête, que l'on peut voir en ce moment d'ailleurs sur les écrans. Voilà. Et puis nous avons pris les sonnets de Cocteau, qui sont quand même assez extraordinaires. C'est justement le tout début, la poésie, qui a d'ailleurs du mal, comme tous les poètes. Qui s'intéresse aux poètes? Personne. Et donc là, cette poésie, on a voulu en faire une matière musicale qui sera le lien qui sera la matière du film. Donc Philippe Evenot a commencé à... Et vous la chantez? Et alors, le début du projet, je devais tout chanter. Et puis je me suis dit que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, qu'il fallait que tous les interprètes du film chantent. Donc tout le monde chante dans le film. C'est bien, c'est ce qui fait la beauté de ce film, cette poésie que l'on retrouve, poésie à la Cocteau, Opium d'Ariel Dombal, donc ce sera le 2 octobre en salle. Je rappelle aussi votre album, si on veut vous entendre chanter, qui est sorti cet été, hein, votre album avec Héra. Oui. On va passer maintenant aux déclarations des guest stars de la semaine. C'est parti. Alors Ariel, je vais vous demander de choisir parmi les 6 personnalités qui s'affichent sur les écrans. Alors nous avons Marianne Chazelle, Léa Seydoux, Steven Soderbergh, Grégory Gadebois, Gilles Lelouch, Olivier Hirschbiegel, le réalisateur de Diana. Vous choisissez qui? Eh bien, je vais choisir Soderbergh. Soderbergh, Steven Soderbergh, qu'on écoute tout de suite. Mais Gildas, tout d'abord... Si vous avez vu House of Cards, Ariel, la série géniale produite par David Fincher, que diffuse en ce moment Canal+, vous serez sans doute surprise de voir que Kevin Spacey s'adresse directement à la caméra pour faire des petites apartés au public. On innove à la télé aujourd'hui. Et on n'a peur de rien. Est-ce qu'au cinéma à Hollywood, est-ce qu'au cinéma en France, on a peur de tout? La réponse est de Steven Spielberg. Il est interrogé par Jean-Christophe Tuve. Steven Soderbergh, parce que c'est Soderbergh, c'est pas le Spielberg. Il y a beaucoup de Steven, effectivement. Oui. Celui-là, c'est le Soderbergh. Trop d'opium ce matin. Attention. Arrêtons l'opium. Allez, c'est parti. Les studios ont peur, ils sont paralysés par la peur. Ce n'est bien sûr pas nouveau, mais c'est pire aujourd'hui.
Et ce n'est vraiment plus aussi fun qu'avant. Si vous parlez aux gens de ma génération, ils vous diront tous que ça a changé, que c'est moins fun qu'à nos débuts, ou même qu'il y a 10 ans. Le fun, on le trouve à la télé maintenant. Plus de liberté, plus de fun au cinéma, nous dit Soderbergh, plutôt à la télé. Vous êtes d'accord avec ça, Ariel Dombal? Bien, je crois qu'en effet, le cinéma est devenu plus que jamais une sorte de très grosse industrie lourde. Mais vous en êtes le contre-exemple quand même. Je suis le contre-exemple, mais ça c'est très difficile de faire des films vraiment artistiques, libres. Ouais. Il faut demander aux amis de vous suivre tel un... voilà, aveuglement. Qui sont les amis qui vous ont suivi, par exemple? Tout le monde dans le film, ouais. Tous mes acteurs, n'est-ce pas? Aussi bien Grégoire que Marisa, que Julie, Depardieu que Philippe Catherine. C'est des gens qui ont cru, et par amour de Cocteau, mais certainement pas avec l'idée nous allons faire un film voilà, qui va rapporter de l'argent, voilà, qui va être un... On fait du cinéma pour tellement de raisons, c'est vaste, c'est si vaste le cinéma. Marilyn Canto? Oh bah oui, c'est vrai. Et puis surtout, si on se dit que Steven Soderbergh dit ça, c'est quand même un réalisateur qui a fait Ocean's 11, c'est quand même un réalisateur qui a eu énormément de succès, énormément de... Il a touché à tout, hein, il a touché à tout. comme au petit voilà. film d'auteur. Et que du coup, que ce soit ce réalisateur-là qui a du coup eu beaucoup de moyens et tout ça, qui disent qu'il a un mal fou à faire un film comme Ma vie avec Liberace, ça paraît inouï. Il le dit aujourd'hui, effectivement, il a dû le faire pour la télévision, Ma vie avec Liberace. Hein, mais quand on voit le film, alors que c'est un film presque classique, après le sujet, évidemment, il est merveilleux, parce qu'au fond, c'est un film d'amour, hein, c'est vraiment un film sur l'amour. Olivier, vous avez réalisé pour la télévision, il me semble. Oui, absolument. Oui. Absolument. Il y a une notion péjorative quand on réalise pour la télévision plus que pour le cinéma, parce qu'en France, il y a... Plus aujourd'hui, en France encore un petit peu, mais plus aujourd'hui. Hein. C'est vrai que HBO a complètement transformé l'idée qu'on pouvait avoir de la télé, et que certaines des séries de HBO sont devenues de tels chefs-d'œuvre. Oui, mais alors moi, si je peux me permettre une chose, c'est quand même qu'on s'aperçoit qu'à la télévision, tous les personnages sont en général très froids, très cyniques, très machiavéliques, alors qu'au cinéma, si on regarde vos films, par exemple, à toutes les deux, eh bien, ces films-là sont des films d'amour. J'ai l'impression qu'on traite mieux l'amour au cinéma qu'à la télévision. À la télévision. C'est un autre débat, mais on le fera la prochaine fois, Gildas, parce que c'est très, très, très intéressant, ça. Mais oui, mais en tout cas, en fait, l'amour est le sujet par excellence, évidemment, éternel et par excellence. Mais la liberté au cinéma, il faudrait faire une émission autour de ça. Uniquement, parce que c'est vrai que les décideurs, l'argent, le rapport avec le pouvoir, tout ça, c'est extraordinairement complexe. Mais ceci dit, ça serait très intéressant de faire une série sur l'amour. C'est-à-dire, mais à la Bergman. Mais voilà, c'est ça. Machiavélique, à la Bergman, c'est un peu machiavélique sur l'amour. Scène de la vie conjugale, voilà. Oui, ça serait très intéressant, c'est extrêmement difficile. Évidemment, il n'y a pas de rebondissement, ou il y en aurait très peu, mais ça serait passionnant, finalement. Allez, en attendant une série sur l'amour, eh bien, un film sur la tendresse, retour aux sorties en salle. La tendresse de Marion Hansel, un petit film, j'ai envie de dire, simple, linéaire. Marilyn Canto, vous êtes Lisa, séparée de Franz, alias Olivier Gourmet, depuis 15 ans, quand Adrien, votre fils d'une vingtaine d'années, se blesse au ski, et vous vous retrouvez tous deux à partir en voiture, donc, alors que vous êtes séparés, hein, pour le ramener en Belgique. J'ai envie de dire, que reste-t-il de nos amours, Marilyn Canto? C'est exactement ça. C'est exactement de la tendresse, alors, c'est ça la réponse? Oui, c'est ça. Alors, petit film, je dirais pas petit film, disons que c'est un film où c'est un couple séparé, mais il n'y a pas de drame, il n'y a pas de conflit. C'est un couple qui s'est séparé et qui, à l'occasion de cet accident, se retrouve. Et en fait, le film traite de toute cette tendresse qu'on peut avoir alors qu'on est séparé. Il y a une forme d'optimisme dans ce film qui fait qu'on peut être séparé, avoir un enfant, et qu'au fond, on garde un lien indéfectible et qu'on s'aimera toujours, en fait. Voilà. Non, mais alors ça paraît comme ça, ça peut paraître mièvre, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'au fond, c'est une description assez précise et fine et délicate de ce qui peut nous unir et qui fait qu'on peut aimer des gens à vie. Enfin, moi, je pense ça. Alors, on va regarder des images de La tendresse de Marion Hansel. Voilà La tendresse de Marion Hansel, une histoire sans histoire, parce que Marion Hansel n'a pas souhaité de drame particulier, de rebondissement dramatique. C'est ce qui vous a plu, Marilyn Canto? Parce que qu'est-ce qu'on a à jouer, du coup? Je me suis posé la question pour l'actrice. Est-ce qu'on se pose cette question-là?
Oui, rien, jouer rien, c'est déjà énorme. Non, mais y arriver, c'est déjà énorme. Ouais. Non, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est pas rien de jouer la délicatesse, c'est pas rien de jouer la douceur, effectivement. Alors, c'est rarement, c'est pas des performances, mais ça joue sur de la finesse, ça joue sur la délicatesse du jeu et du non-dit. Ce qui est très intéressant à jouer aussi dans ce film, c'est tout ce qui ne peut pas se dire, tout ce qui ne se dit pas. Parce qu'au fond, il y a quand même une mélancolie. Elle a quand même été quittée, cette femme. Oui. Mais elle est incapable d'en parler. Elle refuse. Elle a une espèce de fierté à faire que tout se passe bien. Et après tout, on peut faire un film sur ces sentiments-là, sur cette délicatesse-là. Et c'est des sujets aussi passionnants que la violence, l'horreur, le drame, le conflit. Moins spectaculaire. Oui, c'est moins spectaculaire, mais le spectaculaire, c'est aussi intéressant à jouer que le spectaculaire. Oui, mais Marion Ansel fait un film sur le couple, Marilyn Canto, justement, sans conflit, avec seulement de la tendresse. Elle nous montre que c'est possible de le faire. Oui. Vous allez faire un film, vous avez fait un film aussi sur le couple, et là, le vôtre, il est en conflit. Alors pourquoi ne pas avoir appliqué la règle de Marion Ansel? Ah, parce que chacun a une histoire à raconter, et c'est pas celle-là que je voulais raconter. Et qu'est-ce que vous avez raconté, vous, alors, sur le couple? Qu'est-ce que je vais raconter? Je ne sais pas ce que je vais raconter sur le couple, mais je vais parler en tout cas d'une émotion qui est la difficulté justement à aimer et toute l'ambivalence qu'on peut avoir à aimer, enfin à se donner ou à se refuser. C'est plus facile quand c'est fini, une histoire d'amour? Oh, je ne sais pas. Je dirais que c'est pas. Non, c'est toujours difficile, l'histoire d'amour, parce que c'est un tel travail. La tendresse de Marion Ansel en salle le 2 octobre. À vous de choisir maintenant, Marilyn Canto, parmi nos guest stars. Pas facile. Il n'en reste que 5, Marilyn, 5 guest stars, puisque Steven Soderbergh a déjà parlé. Alors, Marianne Chazelle, Léa Seydoux, on a également Olivier Archbigel, le réalisateur de Diana, on a Gilles Lelouch et Grégory Gadebois. Je vais choisir Léa Seydoux et Adèle... Alors, Exarchopoulos, mais on n'entend que Léa. On écoute Gildas. Vous vous rappellerez certainement qu'au moment de la sortie de Police en 1985 de Maurice Pialat, il y avait eu conflit, règlement de compte entre Sophie Marceau et Maurice Pialat. Vous vous rappellerez aussi certainement qu'à la suite de cette Palme d'Or de cette année, Léa et Adèle se sont un peu prises de bec avec leur réalisateur Abdelatif Kechiche. Alors, faut-il tout déballer? Est-ce que l'art peut permettre de tout pardonner? C'est la question que je suis allé poser à Léa Seydoux. Non, je ne pense pas qu'au nom de l'art, on puisse tout pardonner. Après, moi, je suis toujours dans ce qui reste. Même pendant le tournage, où parfois c'était difficile, je ne pensais qu'à l'objet d'art, qu'allait être le film. C'était mon... Voilà, je traçais la route et je pensais qu'à ça. Et je savais qu'au final, ce serait un film et que c'est ce qui reste qui compte. C'est ce qui reste qui compte, dit finalement Léa Seydoux. Vous êtes d'accord avec ça, Marilyn? Oui, je suis absolument d'accord avec elle. Et on peut ne pas pardonner et avoir souffert sur des films, avoir des conflits avec le réalisateur. Ne pas pardonner. Oui, je peux tout à fait l'envisager. Ouais. Avec qui? À qui devez-vous pas pardonner? Ou alors, disons, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Ça serait mieux. Idéalement, ce serait mieux de... En fait, c'était pas ça que vous avez dit. Vous avez dit on peut ne pas pardonner. Oui, c'est vrai. Mais disons qu'idéalement, la sagesse voudrait qu'on pardonne. Parce que ça peut aller aussi loin que ça. C'est violent, un film à faire, quand même. Mais oui, bien sûr. Et puis, il peut y avoir des rapports violents avec un réalisateur. Mais moi, je pense exactement comme elle. C'est-à-dire que la seule chose à faire, c'est continuer et faire le film et y croire le plus possible. Et quelle que soit la violence, des rapports, quelle que soit la difficulté à trouver la vérité, parce qu'au fond, c'est ça qu'il cherche sans doute Adèle Kechiche. Bien sûr. Oui, je dirais que ça a toujours été un problème. Le cinéma s'est affronté à l'éthique, au fond. Qu'est-ce qu'on a le droit de filmer? Qu'est-ce qu'on a le droit de montrer? Dans quelles conditions? Pourquoi? Pour qui? Et est-ce qu'on a le droit de tout voir? Est-ce qu'on a le droit de tout filmer? Oui, il y avait des travelling. Le fameux travelling de Capot, non? Oui, c'est ça. Jules Ponto-Corvo, fallait-il qu'il revienne sur Emmanuel Riva ou pas? Voilà, et on a vu dans l'histoire du cinéma tellement de terriblement affrontements de violence, n'est-ce pas? Aussi, est-ce qu'on a le droit même de tuer pour faire un film? Est-ce qu'on a le droit de faire souffrir des animaux? Et alors, quel est votre point de vue, à vous, Ariel? Est-ce que vous avez déjà souffert sur un tournage? Tous les acteurs du monde souffrent sur les tournages, mais on souffre à des degrés tellement différents. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était trop? Très souvent, c'est trop. Très souvent, c'est trop. Très souvent, on se révolte sur les tournages intérieurement. Souvent, on n'en fait pas, on ne le montre pas.
oui, c'est des tourments absolument existentiels et très, très, très forts. Il faut le dire, quand même. Faut le dire, ouais, En même temps, c'est un beau métier, il faut le dire aussi. Ah oui, non, mais c'est un beau métier, mais c'est c'est vrai qu'on a l'impression que la parole se libère un petit peu plus aujourd'hui. On ne souffre pas tant que ça, il ne faut pas exagérer. Ah bon, Non, mais moi, je veux dire, je dis ça dans le sens que... Mais Ariel avait l'air de dire que psychologiquement, quand même... Oui, mais en même temps... Il y a quand même des cas on en parle avec Gildas, il y a des cas d'acteurs qui ont... La question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'il faut le déballer, quoi, finalement? Est-ce que l'art, c'est pas plus important que tout, Olivier Py, quand même? On s'en fout, finalement, que vous ayez souffert. Pardon, mesdemoiselles. Non, c'est pas Pardon. ça. C'est pas une question de souffrance. Non, bien sûr qu'on est là pour, en même temps, la plus grande des jouissances et la plus grande des souffrances. Mais c'est une excellente promo, toujours, de dire qu'on a souffert. Joie et souffrance font partie du... C'est une formidable promo. Vous aimez faire souffrir, vous, en tant que metteur en scène? Je fais souffrir mes réalisateurs, en général. Vos acteurs, vos chanteurs. Il faut leur demander. Et Adèle Exarchopoulos sera là la semaine prochaine dans cette émission. On en reparlera donc un peu avec elle. L'opéra envahit les salles de cinéma. L'opéra est donc aujourd'hui d'en face au cinéma. Alors Olivier Py, vous mettez en scène en ce moment Alceste de Gluck à l'Opéra National de Paris avec Sophie Koch, avec Yann Beuron sous la direction musicale de Marc Minkowski. Une reine, Alceste, se sacrifie pour sauver son roi, Admède, qui, revenu à la vie, ne peut supporter ce sacrifice et veut mourir à sa place pour la sauver elle. J'ai frissonné littéralement, un frisson qui est devenu comme ça de nulle part, qui différent de cinéma où ça monte. Là, à la fin du deuxième acte, au moment où les deux se parlent, il y a quelque chose qui est monté en moi et pourtant je me dis, tiens, tout est noir dans cette mise en scène d'Olivier Py. La mort et la mort est partout. Ah, mais c'est une tristesse absolument insupportable. Mais qu'est-ce qui vous fait frissonner, vous, alors? C'est ça, Gluck est un compositeur extrêmement dépressif, hein, si on doit le comparer à Mozart. Moi, je ne suis jamais très à l'aise avec Mozart, parce que quelquefois, il est trop plein de vie, ça m'exclut. Ah, oui. Tandis que déjà adolescent, le côté très dépressif de Gluck, une souffrance, une déploration, mais quelque chose d'incroyable. En plus, il s'adresse à une société qui va disparaître. On est à 10 ans de la Révolution française. Et une société qui n'a l'air concernée que par des questions essentielles. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'amour? À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut revenir d'entre les morts? Quel est le sens de la vie? Est-ce que la musique peut nous sauver? Et alors, la musique sauve, d'ailleurs, vous le faites inscrire. Oui, elle sauve, mais alors elle sauve avec des mains extrêmement délicates. C'est pas un coup de poing dans la figure comme Verdi ou Wagner. Ça vous prend comme ça vous prend par la main, ça vous emmène. On s'ennuie un petit peu dans les 20 premières minutes. Et puis d'un seul coup, un petit changement harmonique, je ne sais quoi, et paf, les larmes arrivent. C'est ça. C'est l'art de pleurer, Gluck. Ah, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, c'est marrant. Alors donc, ça a été construit à dessein, c'est ça? Oui, je rêve d'aller voir cette mise en scène parce que ça m'a l'air tellement, tellement beau. Mais c'est vrai qu'au Conservatoire de musique, on apprend Gluck comme aussi un compositeur de rupture dans la musique, incroyable. Les gluckistes contre les piccinistes. Les piccinistes, c'était mais la voix, il faut que la voix s'envole, le cristal, on a le droit de faire toutes les volutes. Et Gluck dit non, on doit faire ce qui est écrit et comprendre ce qui est dit. C'est sur le dire. Alors là, on a la chance d'avoir une distribution française qui est vraiment sur le dire. On est proche de ce qu'on appelle la tragédie lyrique. Oui. C'est-à-dire, la tragédie du XVIIIe, on ne la connaît pas très très bien, mais on l'écoute encore un petit peu là-dedans. Il y a des alexandrins partout. On est presque entre le théâtre et l'opéra, et on est sur le dire, oui, sur le grand dire. On va les entendre, les chanteurs. Alceste. Et l'orchestre arrive sur scène au troisième acte. Mais sinon, le décor est noir, je le disais. Les bâtiments sont dessinés à la craie. Le décor est fait de peu de choses. Et tout s'efface, tout est effacé en permanence. J'ai l'impression qu'Olivier Py ne va rien rester de notre passage sur Terre. Il ne va pas rester grand-chose, c'est certain. C'est pour ça qu'on a choisi avec Pierre-André Wetz, le décorateur, de faire un décor dessiné à la craie et effacé. Il y a 5 dessinateurs qui dessinent et qui effacent pendant tout le spectacle. Alors vous nous présentez deux autres opéras cette année, notamment Aïda de Verdi et notamment le 14 novembre, un opéra qui sera en direct du Théâtre de la Bastille, de l'Opéra Bastille, mais aussi en direct dans les salles UGC, dans les salles de cinéma.
et dans le monde entier, notamment en Europe. Est-ce que vous pensez que l'opéra peut se démocratiser, Olivier Py, en allant dans les salles de cinéma? Et qu'est-ce que vous pensez du cinéma, de l'opéra au cinéma? C'est pour les pauvres? C'est paradoxal parce que l'opéra est très démocratique. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'aller à l'opéra, tout simplement parce qu'on aime les chanteurs, on aime la voix, on a conscience qu'on est là face à des athlètes affectifs absolument incroyables. Mais c'est très cher. Les places sont très chères, sont horriblement terriblement chères. cher. Alors il faut se battre pour qu'il y ait un Centaines opéra d'euros. plus populaire. Parce que ce sont des productions qui coûtent cher, parce que ça coûte cher, les plateaux coûtent cher, à l'orchestre ça coûte cher. Ce sont des constructions financières qui appartiennent au 19e siècle et qui sont Alors c'est le but réalisées aujourd'hui. de le faire diffuser dans les salles de cinéma en direct? Ça ne remplace pas, évidemment. On prend du plaisir quand même. Ça ne remplace pas le live. Mais ce qui est difficile, c'est de certain. filmer l'opéra. Est-ce qu'il faut filmer les cantatrices qui chantent Oui, on y arrive de mieux en mieux, on y arrive de mieux en mieux. Et puis, Daniel il Toscan faut du Plantier aussi en finir avec filmer l'idée que l'opéra. les chanteurs lyriques ne sont pas des acteurs, parce que ça, c'est un marronnier de la bêtise. Ah non, mais de plus en plus, Quand maintenant, on voit les voit. Sophie Oui, Coche bien et sûr, Galberon, quand on voit Sophie Coche, on voit ouais. un acteur, une actrice absolument prodigieuse. Entièrement d'accord. Oui, et d'ailleurs, Cocteau disait, quand on sait chanter, c'est le paroxysme, et on ne peut pas chanter si on n'est pas un merveilleux acteur. Ça sonne faux. Il y a chez le chanteur une sorte de sacrifice, de don de soi, qui dépasse tout à fait, comment dire, le solfège. Chanter, c'est pas faire des belles notes, hein, ma chère amie, c'est se donner, se perdre. Quand ça arrive, quand il y a un spectateur qui voit ça, alors il est profondément transformé, et il le trouvera nulle part ailleurs. Et même au cinéma. Alceste de Gluck, c'est jusqu'au 7 octobre à l'Opéra National de Paris. À votre tour, Olivier Py, de choisir parmi nos guest stars. Alors vous avez Grégory Gadebois encore, vous avez encore Marianne Chazelle. Grégory Gadebois. Grégory Gadebois, ben on écoute Grégory Gadebois. Oui, Gérard Depardieu est plus beau que Brad Pitt. En tout cas, c'est ce qu'a dit. Et oui, c'est ce qu'a dit Carole Bouquet à l'époque où elle partageait la vie du beau Gégé. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que le cinéma ou la notoriété embellit le jugement sur les acteurs qui ne sont pas forcément tous canons. Grégory Gadebois est à l'affiche du film de François Dupeyran, Mon âme par toi guérie. Il n'a pas beaucoup de sympathie pour son corps. Écoutez. Moi, j'aime pas tellement de sympathie pour tout ça. Et quand, ce qui m'avait marqué quand j'ai commencé à faire théâtre, acteur, c'est-à-dire que c'est à cause d'eux devient grâce à. C'est-à-dire qu'avant, dans la vraie vie, on dit Gadebois, c'est un petit gros. Voilà. Quand on fait théâtre, on dit puissant, on dit vous avez un physique. Moi, je le trouve assez mignon, on va dire. Je le trouve touchant, et puis son côté bear, je trouve ça assez sexy. Le fait qu'il dit vous avez un physique, c'est vrai, on a un physique au cinéma, on a un physique au théâtre, et dans la vraie vie, on n'est rien, quoi. Ouais, mais il faut changer les canons de la beauté aussi. Ah oui? Oui, oui. Le cinéma aide à s'accepter, enfin, être acteur aide à s'accepter physiquement aussi. Malheureusement, le cinéma reproduit souvent des normes. C'est dommage. C'est beau de trouver un homme un petit peu gras, un petit peu chauve, le trouver beau. Quand le cinéma produit ça... Avec Grégory Gadebois, c'est le cas. Hein. Marilyn? Oui, moi j'adore Michel Simon, j'ai adoré ces corps-là, j'ai adoré, ils m'ont fasciné tous ces acteurs-là. Et Cocteau, par exemple, ne s'aimait pas. Mais il était moche aussi, il faut dire. Je ne trouve pas, alors. Et il n'aimait que ses mains. Il n'aimait que ses mains. Et je pense que les êtres en général aiment quelque chose en eux, pas nécessairement la globalité. Mais justement, quand on est actrice, est-ce qu'on arrive à s'aimer grâce au cinéma? Est-ce qu'on s'aime avant? Est-ce qu'on s'aime après? Comment ça se passe? C'est variable. C'est variable suivant les films et suivant les périodes, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en diriez, Ariel, mais s'aimer, je ne sais pas. Je crois qu'il faut tout de même arriver à s'aimer. Ça, il faut s'aimer, parce que sinon c'est... S'aimer, c'est la grâce des grâces de s'aimer. Oui. Ah oui. Mais on y arrive grâce à ce métier? Non. On n'y arrive pas peut-être. Oui, c'est ça. Pas grave. Non, on arrive. C'est ça. On n'y arrive pas plus, donc. On est d'accord. On arrive à être accepté par les autres, mais voilà. C'est ça. On arrive à s'aimer si on a un regard amoureux posé sur soi. Donc, si une caméra vous regarde amoureusement, vous êtes belle. Quittons-nous avec l'amour. Allez, pour clore cette émission, l'extrait d'un film à voir prochainement sur les chaînes Ciné+ ou sur Ciné+ à la demande. Alors, vous allez devoir choisir entre 3 films que je vous propose. Transformers 3, La face cachée de la Lune de Michael Bay avec Shia LaBeouf. La Reine Margot de Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani et Daniel Auteuil.
Pépé le Moco de Julien Duvivier avec Jean Gabin. Ariel, vous choisissez Transformers, La Reine Margot, moi, je n'ai jamais vu Pépé le Moco. Et donc, et voilà, donc je vais choisir Pépé le Moco. Oui. Avec une citation étonnante de Jean Gabin dans ce film. Vous choisissez Olivier Transformers 3. Transformers 3, évidemment, Olivier J'ai vu les deux autres, donc. Ben oui. Oh, mais moi, je reverrais bien La Reine Margot. Ah, mais bravo, vous en avez choisi tous un. Alors maintenant, c'est un ex-aequo et c'est donc Gildas qui va choisir. Et si je choisissais Transformers 3? Alors là, je ne vous crois pas. Si. Transformers 3, Gildas? Eh bien, ça sera Transformers 3 de Michael Bay avec Shia LaBeouf pour clore cette émission. Ariel Dombal, je le rappelle donc, Opium en salle le 2 octobre. Pour en savoir plus d'ailleurs sur Jean Cocteau, je vous invite aussi à découvrir ce livre qui vient de sortir de Claude Arnaud sur la lutte entre Proust et Cocteau. En fait, la manière dont Proust a digéré Cocteau, finalement, a assassiné presque Cocteau. C'est chez Grasset. À partir du 11 octobre, l'exposition Jean Cocteau le Magnifique, les miroirs d'un poète, au musée des lettres et manuscrits dans le 7e, à Paris. Je vous rappelle également que La Belle et la Bête de Cocteau ressort en salle et qu'une nouvelle version est d'ailleurs tournée en ce moment par Christophe Gans. Marilyn Canto, La Tendresse de Marion Hansel, également le 2 octobre en salle. Et votre premier long métrage, Le Sens de l'humour, est Février ou mars. Février ou mars 2014. Merci également Olivier. Puis à Alceste de Gluck, donc jusqu'au 7 octobre, à l'Opéra National de Paris. D'autres mises en scène comme Aïda de Verdi à venir. Ça sera à l'Opéra Bastille et dans les salles UGC. Donc vous parlez de mise en scène et d'opéra dans cette avant-scène opéra avec un long entretien, Olivier Pic, que vous accordez à cet ouvrage. Vous mettrez aussi en scène au Théâtre des Champs-Élysées à partir du 10 décembre, Dialogue des Carmélites de Poulenc. Et puis ce sera le Festival d'Avignon. C'est déjà le Festival d'Avignon. Quand vous tournez, vous avez le temps de vous extraire de tout ça et d'oublier que vous faites un film une fois de temps en temps, oui. Oui, d'abord le film, on le fait en général très avant qu'il sorte. Ouais. Et puis moi, maintenant, à partir du mois de décembre, je serai entièrement dévolu au festival. Et un jour, une vie privée peut-être, Olivier Pi, oui, allez savoir. Non, Réagissez à l'émission avec le hashtag Face au cinéma. Rendez-vous sur le site cinéplus.fr pour revoir tous les autres magazines de la rédac, comme Face au film ou comme la semaine cinéma d'Hélène Verbois avec toutes les sorties salles. Oui, Gilda, je vois que vous avez un livre. 1001 définitions du théâtre par Olivier Pi en attendant son bouquin sur le cinéma chez Actes Sud en ce moment. Merci Gildas, merci Marilyn Canto, merci Olivier Pi, merci Ariel Dombal. On vous embrasse. À la semaine prochaine à tous. Au revoir. Faut se tirer. Faut qu'on bouge. Vite. Les Decepticons sont tous les trucs qui déchirent. On va se faire bouffer les gars. Par ici.